sur ce vin qui n'est pas filtré, à l'ouverture, on a automatiquement un peu de gaz carbonique qui va prendre en gros 8-10 minutes à s'échapper dès lors que la bouteille n'est pas froide. Donc c'est pour cette raison que nous conseillons de déboucher toujours la bouteille plutôt 1 heure à l'avance à température, quitte à laisser le bouchon donc enlevé pour que le gaz sorte de lui-même. Ce n'est pas de la refermentation, c'est tout simplement le gaz qui est à l'origine lié au travail des levures en cave, et du fait que la cave est fraîche, ce gaz reste prisonnier pour partir dans les bouteilles. Et on le conserve volontairement puisqu'il va nous servir de conservateur, d'antioxydant, ça évite de souffrir. Si vraiment il y a des gens que ça gêne, on peut servir le vin dans un grand verre, ou au pire le carafer et rafraîchir ensuite. Disons c'est brutal, hein. Là encore, bon, c'est vrai que la surface de contact plus grande avec l'air va automatiquement permettre plus rapidement de sortir et d'oxygéner le vin. Mais nous on préfère de toute façon, tout comme en cave ou sur 10 années de vigne, le déplacement lent d'un équilibre. Ce sont des vins, quand ils naissent, ils ont au moins 7 ans devant eux, 2 ans de jeunesse. Pas seulement le côté perlant, le côté peut-être aussi un peu plus dissocié, avec une acidité et une salinité qui ne sont pas encore mêlées. Et au bout de 2-3 ans, on a un gras qui se forme en bouche, qui remet tout, on va dire, en lien. Donc cette fusion, elle se fait dans ce terroir sur 2 ans. Donc c'est pas gênant si là, un vin que nous venons d'embouteiller au mois d'avril est encore un peu perlant à l'ouverture, quoi. Et les parfums donc se révèlent effectivement d'autant mieux. Là, ça commence à bien venir. On a les premières notes citronnées qui arrivent au nez, et en bouche, on aura ce côté, en gros, entre pamplemousse, citron un peu épicé, et coin, fruits bien mûrs, le tout soutenu par une belle salinité. Alors ce terroir donc relativement organique là, de l'appellation Volksheim sur le calcaire et grès coquillé donne en bouche un vin assez simple, facile à appréhender sur le fruit, hein, quelque chose d'assez charnu, désaltérant. Parfois je dis efficace, mais dans le bon sens du terme, au sens il n'y a pas de sucrosité inutile, et en tout cas pas de goût sucré, et il y a plus de sel et d'acide que de sucre dans la bouche, quoi. Il y a des notes fumées aussi qu'on retrouve, et en bouche une part d'épices avec une très légère amertume en fin de bouche, mais qui est largement balancée par l'acidité et le sel, quoi. C'est un vin qu'on utilise beaucoup. Le Volksheim, j'aime dire, c'est le plus alsacien de nos 4 Riesling, hein. Il y a et la franchise du fruit et le côté assez puissant, organique, un peu du terroir. Et c'est le vin pour tout ce qui est choucroute, poté, bake-off. Mais on le retrouve dans un restaurant japonais avec du bœuf de Kobe et des légumes, hein. Pour en tout cas les personnes qui imaginent un Riesling alsacien, à la fois sur l'aromatique, une certaine puissance et de la fraîcheur saline, comme il est là, il est bien à boire tout seul. Et un des gros projets, je dirais, devant moi, ce serait de remplacer les piquets et les fils par du vivant. Donc ces fils de fer, je dis toujours que c'est juste on a enlevé les barbelés après la guerre et ça a servi à autre chose, donc à attendre des fils aux vignes, hein. Revenir plus à la 3D, là où le plan de palissage, pour l'instant c'est de la 2D. C'est-à-dire qu'on a une hauteur et une largeur, hein. La 3D, c'est de revenir à une notion de liberté encore plus grande pour la vigne, qui n'est pas palissée dans un plan, mais qui a la liberté de trouver sa place, par exemple, autour de la couronne d'un arbre. Et mon idée, c'est de trouver des petits arbres avec des baies comestibles. Ça peut être bien sûr du sureau facile à tailler, du néflier, pourquoi pas greffé sur de l'aubépine pour des croissances lentes. Les arbousiers, ça a des piquants, les amélanches locales, pourquoi pas. Et de petits arbres dont la couronne, en gros, permettrait à 4 ou 5 pieds de vigne de grimper. 5 pieds de vigne pour un petit arbre, ça me plairait bien. Sachant qu'aujourd'hui, on est déjà très peu mécanisé avec 4, maximum 5 passages de tracteur. On peut encore réduire à ce moment-là et partir un peu plus encore dans ce travail manuel, mais qui peut aussi être encore un peu réduit, ne serait-ce qu'en réduisant les 2 ou les 3 traitements à rien, et éventuellement aussi en laissant cette fois-ci la vigne grimper, et en même temps que l'arbre, lui aussi, il déroule ses branches et ses feuilles, quoi. Donc là, il y a peut-être un travail encore à faire, mais ça reprendra peut-être niveau 8-10 ans pour avoir la réponse. Et trouver cette association, sachant que l'arbre, lui, il ramène des tas d'autres choses, hein, de l'ombre, des animaux, il a des racines, du support.
Là où le fil de fer et le piquet sont un peu rapportés pour moi dans mon approche du vivant, quoi. La grande variante chez nous, ça reste quelles plantes vont prendre l'avantage, à quel moment de la saison, dans quel millésime. Alors là, vraiment pas du tout, hein. La vigne, c'est une liane. Elle a passé toute sa vie, je pense plusieurs centaines de millions d'années à grimper sur les arbres. Donc je pense pas que ce soit des racines d'arbres qui la gênent. C'est l'histoire du ciseau, de la feuille et du poing et du marteau et de tout ce qu'on veut. Je pense que ce sont des boucles. Une liane, elle sait ce que c'est un arbre sait ce que c'est une liane, et l'idée c'est de voir quel arbre arrive à vivre avec quelle liane. Donc voilà, que l'humain se remette à sa place d'humain et laisse la place à la vigne d'être une vigne, à l'arbre d'être un arbre, à la forêt d'être une forêt et aux pentes d'être des collines, quoi. Un petit retrait pour beaucoup de bonheur à mon avis et puis beaucoup plus de temps durable derrière, quoi. Énormément de choses qu'on peut faire. Je reste moi dans la stratégie, en tout cas tant que c'est moi qui ai les rênes, ce qui ne va pas non plus traîner trop, dans la stratégie du vivant. Tout ce que le vivant sait faire et lorsque je ne travaille pas contre, qui s'exprime. C'est ce qui m'intéresse, que ce soit dans la vigne jusqu'au verre, quoi. Et c'est le dernier grand travail qu'il y aurait à faire. Ça, c'est un projet qui est en cours, c'est de travailler un peu plus à permettre aux gens de modifier ce qui se passe dans leur tête. Les gens peuvent très facilement comprendre que des vignes sauvages avec des vins spontanés vont heurter leur goût, vont heurter leur référentiel habituel. Prenons comment doit être un Riesling ou comment doit être un Gewürztraminer. Donc ce travail de changement de mentalité, si on veut, en tout cas de référentiel du goût, c'est un travail long que l'on fait avec des sommeliers, que l'on fait avec des restaurateurs ou des grands chefs qui prennent le risque, si on veut, de servir nos vins, jusqu'à des 2 étoiles Michelin. Mais c'est un travail lent. Là, c'est vraiment un double appel à l'intelligence et au plaisir. Donc l'intelligence qu'une certaine éthique va changer des référentiels, des équilibres de goût, mais le plaisir quand même d'y participer et au bout d'un moment, pourquoi pas de les aimer, ces équilibres nouveaux. Ça viendra par les deux côtés. Il y a une intellectualisation qui permet quand même aux gens de se dire, s'ils font la boucle complète, si je veux moins de pollution, je veux moins de changement climatique brutal, je veux plus de vivant, je veux plus de plaisir aussi, dans les vignes. Déjà avec moins de bruit ou moins de produits, c'est clair que ça va changer quelque chose dans le vin. Alors ce quelque chose de changer dans le vin, pour ceux qui sont addicts au soufre, ça va leur manquer un petit peu, mais une fois qu'on a réussi à s'en passer, on s'en passe très bien. C'est un exemple. Et c'est la même chose avec les vins un peu sucrés, un peu acides. Le fait d'accepter qu'un vin puisse être salé et amer, c'est juste un changement à prendre. Les gens ont l'habitude de mettre du sucre dans leur thé ou leur café. Quand ils n'en mettent plus, ils se demandent pourquoi ils en mettaient du sucre. Vous voyez, donc il faut juste que ce soit un vrai produit à la fin du compte, un vrai aliment. Que ce soit une boisson ou quelque chose de solide, pour moi, le vin reste un aliment. À partir de là, les personnes qui s'en emparent vont trouver le plaisir dans le cadre. On peut aussi le chercher en dehors du cadre, ça c'est mon truc habituellement. Je veux dire par là qu'un vin vivant, une boisson vivante, apporte sans doute autant de plaisir qu'une boisson manufacturée faite pour plaire, avec tous les ingrédients qu'il faut, qui à mon avis sont totalement inutiles, quoi. Certains très grands chefs n'ont aucun problème parce qu'ils font de toute façon des cuisines au moins tout aussi proches du vivant, avec du produit, juste du produit. Il y a de grands mouvements sociétaux où les gens comprennent que, à force de boire des choses trop travaillées, on s'éloigne de ce qui est intéressant et pour le plaisir et pour la cohérence et aussi pour la santé. Donc je pense que là on est dans ce basculement et il peut se faire assez vite. Les courbes dans le vivant, c'est pas du linéaire, hein. Il y a des accélérations qui se font, tout comme il y a des freins et des ralentissements qui se lèvent et après les choses bougent. Et je pense que, en tout cas sur une échelle déjà de passionnés, d'épicuriens ou d'intellectuels ouverts ou de personnes responsables dans les grands changements qui sont devant nous, cette bascule, elle va se faire très vite. Là où moi je freine, c'est que je veux rester dans l'absence de défaut. Je ne souhaite pas que chacun de mes vins soit oxydé, ni qu'il soit réduit. Je dis souvent, moi je ne veux pas aller plus vite que ce que la vigne sait faire, je ne veux pas lui demander plus que ce qu'elle sait faire. Et au bout du compte, on se rend bien compte qu'on ne peut pas non plus demander à l'humain d'aller plus vite que ceux dont il est capable de comprendre ou que ceux qu'il est capable d'accepter, quoi. Souvent déjà je fais ça, ouais, la bouteille fraîchement ouverte et la bouteille ouverte depuis quelques temps, les gens ils disent c'est pas le même vin, bah je dis si.
Sauf que là, il a 3-4 ans de plus parce qu'il est ouvert depuis X jours, quoi. C'est ça le débat. Jouer uniquement sur le côté intellectuel et la compréhension, l'intelligence des gens, ce sera toujours insuffisant. Il faut aussi qu'ils y prennent du plaisir à ce jeu-là. Et c'est un jeu un peu intellectuel, c'est vrai. Donc on reste coincé là-dedans, mais je dis toujours l'homme a le droit d'être intelligent. Et en tout cas, c'est sans doute un des moyens qu'il a toujours utilisé pour faire un pas de plus et essayer de se désempêtrer des bêtises qu'il a faites avant, quoi.